Radio Amitié 99.2, la fréquence de toutes les cultures. Et pour vous servir ce soir, toujours monsieur Andizana, ANDYZANA, le book préféré de ton book préféré. C'est important, c'est important, c'est important. Et je suis toujours accompagné de mes homeboys. Oui. Monsieur Lionel Boy Black, et qui est le délégué. Délégué, ma gueule. Un homme de débat, un homme d'état. Voilà, comme pas mal de Z. Une façon de penser. Voilà. Et on a monsieur Momo, et qui est Ben de Barber. Benny Maru. Oui. Comment que c'est? Et bientôt Puff de Barber. Puff de Barber. Damn, bro. Ça arrive fort. Et ce soir, on a l'honneur d'accueillir un vagabond de Boissard. Attention. Un vagabond du 92. Oui. Un vagabond du 93. Un vagabond de la vie. Un vagabond du game. Monsieur Brasco. Chier. Ça va ou quoi? Brasco, ça va? La braise. Comment c'est? Comment c'est, Brasco? Ça brûle. Yes, papa. Yes. Mais ça va, les gars. Merci pour l'accueil, ça fait plaisir. C'est important. Ouais, c'est un honneur pour nous de t'accueillir. Un grand honneur. On va faire ça bien. Est-ce que, je sais que t'aimes pas trop ça, mais est-ce que pour les plus jeunes, tu pourrais te présenter? Rapidement. Brasco, du 9-4. Brasco, la voix du sous-sol. Brasco de Bombe Attack, Brasco d'OVNI Musique, Brasco qui a posé avec La Crime pour le morceau Danse avec le Chétan, qui a posé avec Caris pour le morceau T'as ma parole, Frollo, et avec Soprano, avec El Matador, donc voilà, que j'ai sorti un album en 2008. Donc pour tous ceux qui connaissent pas, allez checker. C'est lourd. Parce qu'il y en a beaucoup, j'ai commencé, je suis à leur pouce, vous étiez encore, exactement. Vous étiez encore dans le ventre de maman. Exactement. Ah, même moi. Oh, pas moi. On a 2 ans d'écart, je crois. Je crois qu'on a 2 ans d'écart. Ah ouais. Je vais poser une première question, on va dire, pour lancer le truc un peu bateau. Toi, comment tu tombes dans le rap? Quel est le moment où tu t'es dit, j'ai envie de rapper, j'écris, je rappe? C'est en Guadeloupe. Ok. En Guadeloupe et tout, je faisais trop de conneries. Et il y avait un ancien du quartier qui s'était fait tirer dessus dans une cabine téléphonique. Il s'était fait tuer. Et moi j'étais dans la fusillade en gros. Et du coup j'en ai eu marre. Mes parents ils savaient plus quoi faire de moi. Donc pour ceux qui viennent des Antilles, là, ils savent comment c'est la Guadeloupe. Comment il y a le côté île paradisiaque, mais il y a le côté aussi infernal. Chaud, ouais. Par rapport à la jeunesse. Et moi j'ai grandi là-dedans. Du coup je me suis dit c'est plus possible et tout ça. Sinon j'aurais fini soit en prison, soit criblé de balles. Parce que je commençais déjà à faire le fou. Et j'avais 12-13 ans. Ouais. Donc j'étais dans les bails de Kekra, tout ça et tout machin et tout. Je travaillais pour des grands, comme à l'époque. Maintenant les petits ils font leur truc eux-mêmes, mais à l'époque on respectait beaucoup les anciens. La hiérarchie. Vas-y, fais le gay. À l'époque tu cherchais la canette. Ouais, voilà. Ah tu connais pour prouver. Et donc voilà, et donc du coup dû à une grosse connerie, ma daronne elle m'a dit vas-y je t'envoie en Guadeloupe, je t'envoie en France. Et j'avais déjà ce truc là déjà je faisais du dancehall en Guadeloupe. Et arrivant en France je me suis dit bon, j'ai besoin de faire de l'oseille. Et qu'est-ce qui marche? Le dancehall ça marche pas, raga sonic tout ça, allez, tu vois. Pourtant je kiffais bien, mais quand t'arrives en France, parce que quand t'es en Guadeloupe, il te passe tout ce qui est dancehall, tout ça, donc raga sonic, tout ça, ça passait chez nous. Mais arrivé là-bas, frère, il y avait du vrai rap français, des vrais kickers et tout ça, et je me suis dit non, je vais faire du rap, c'est ce qui marche, je vais faire ça. Et j'ai rencontré un ancien, et il m'a dit, frère, t'as un grain de voix, utilise ça dans le rap, tu vas baiser tout le monde. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Ok. Et du coup, moi j'ai une question là, du coup, vu que t'as parlé un peu du dancehall français à l'époque et tout, on sait que au début des années 90, le dancehall en France, il était beaucoup rattaché au rap français, etc. Du coup, toi, dans ces années-là, je pense qu'en Guadeloupe, il y avait déjà pas mal de dancehall jamaïcaines qui tournaient dans les îles. Mais du coup, toi, quel regard t'as justement sur ces débuts du dancehall français, les King Daddy Yod, les Toto David, etc., tous ces mecs-là? Pour nous, on disait comme ça venait de France.
pour nous, on disait que c'était commercial. Ok, d'accord. Pour nous, on disait que c'était commercial. C'est intéressant. C'était pas le vrai pur. Ils avaient du mal à se faire respecter chez nous. Okay. Et le truc, c'est qu'on respectait seulement les gars de chez nous parce qu'ils arrivaient à ramener des Jamaïcains, tout ça, parce qu'on est proches. Oui, tu vois. Mais un artiste français, on le considérait pas de ouf. Tu vois. Ouais, c'était pas authentique, c'était pas. Pour nous, les mecs authentiques, c'est les mecs du bled, vraiment. C'est les mecs de chez nous. Qui vivent le truc vraiment. Voilà, tu vois. C'est comme Amiralty quand il était tout jeune. Moi j'étais encore ici et tout, mais parce que je suis venu en France dans les années 90. Amiralty commence à... Parce qu'on habitait à côté, hein. Ma grand-mère habitait à côté de sa grand-mère. Et lui déjà... Mosaïque Créole, 2005, 2006. C'était même avant. Même avant. Mais avant quand il était plus jeune même. Quand il était plus jeune. Et nous on le respectait beaucoup parce qu'on savait ce qu'il vivait. On savait le quartier à Mortenol. Moi j'ai grandi à Mortenol, c'est chaud. Tu vois, donc on savait. Donc du coup on respectait énormément, on lui donnait beaucoup de force. Mais tout ce qui venait de la France, pour nous on disait que les Français, il y a de l'argent, tu vois, donc on connaissait pas. Pour rigater, voilà. Or que maintenant il y a des gens qui voyagent. C'est comme avant. Quand t'étais en France, dans ma génération, c'était dur d'aller aux States. On voyait les States, on disait que c'est chaud pour y aller, c'est grand, c'est machin et tout. On connaît personne et tout. Maintenant, tout le monde va aux States. Tout le monde va à Miami, tout le monde va à Dubaï, machin, truc. Or qu'avant c'était compliqué, tu vois. On voyait pas les choses de la même façon. Yes. Et du coup, quand t'arrives en France, c'est quoi ta première porte d'entrée dans le rap français? Ben, c'est un ancien du quartier que j'ai rencontré. Et le truc c'est que c'est lui en fait. Lui il nous faisait faire de MJC en MJC. On était à Nières-Gennevilliers et à Nières-Gennevilliers, les luttes, tout ça et tout, on fréquentait pas mal de rappeurs et on avait un gros crew à l'époque. Et le leader en question, il a dit putain, dans le crew, il y a que 3-4 gars qui est bon et toi aussi t'es dedans, tu vois. Et du coup voilà, il m'a fait réécouter tout le rap d'avant, tu vois, mais le rap vraiment avant, parce que le rap qui passait à l'époque, quand je commençais même, à peine je commençais, mais il y avait déjà à l'époque Time Bomb. Mais moi j'écoutais pas parce que je comprenais pas en fait ce qu'il disait. Je comprenais pas les flows, j'entendais que ça kickait. Je disais il y avait du flow parce que en Guadeloupe, on n'entendait que du NTM et tout. Et pour nous, comme on avait le sens de la mélodie, pour nous, on disait que c'était trop violent. À part la fièvre. Mais le truc, j'appuie sur la gâchette, tout ça, c'était trop. Il n'y avait pas de mélodie, il n'y avait pas de truc. Et pourtant, dans le dancehall, ils disaient des trucs violents. Mais c'était tellement mélodieux qu'on calculait pas, on dansait, on wailait dessus, tu vois. Et c'est ce mec-là qui m'a fait découvrir et tout. Et là où j'ai fait ma première radio, c'est Zoxy que j'ai rencontré j'ai rencontré sur les Champs-Élysées. D'accord. Et pour moi, je savais même pas rapper, frère. Il m'a dit, j'ai pris au cul, j'ai dit Zoxy et tout, ça je pourrais être de la rue. Ouais, franchement et tout. J'ai écouté des trucs et tout, on m'a parlé de toi. Je connaissais même pas les albums. Je connaissais pas les albums, rien du tout. On m'a juste parlé de lui, machin et tout. Et il m'a dit, ouais, passe à la radio et tout, Génération et tout, quoi, mon émission, quoi de neuf bébé. J'ai été, parce qu'avant tu pouvais passer comme ça, freestyler comme ça, tu vois. Et j'ai freestylé et tout. Il m'a dit que t'es bon. C'était ma première radio. Et après, je suis venu une deuxième fois. Et la deuxième fois, j'ai rencontré un producteur. Et la deuxième fois, j'étais venu avec mes gars parce que entre nous trois, mais c'est moi qui me bougeais plus le cul en fait. Les gars, ils restaient au quartier, tu sais, ça bicravait et tout. Et moi, je me suis dit bon. Autant je suis avec eux, mais autant que je leur montre aussi que je bouge aussi mon cul. Et j'ai rencontré ce mec là et tout, j'ai ramené le reste de mon groupe. Et le pire dans tout ça, c'est que le producteur il est venu, il a été voir les gars de mon groupe, il m'a dit ils sont bons. De toute façon, je vais vous contacter. Et je vois qu'il faut Apothéose, c'est ça. Je vois il faut leur bail de mon côté, il m'appelle pas. Donc moi du coup, je faisais mes trucs, tu vois, toujours, parce que je me bougeais toujours le cul. Et un jour, il m'appelle comme ça, il me dit ouais, Sco, ben vas-y, on te donne rendez-vous avec Félix là parce qu'on a vu que t'as bien avancé et tout ça et tout. J'ai dit mais et après je vais dans leur studio, je vois grand studio, grand truc et tout. J'ai dit mais c'est pour ça que je voyais plus. Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Et pourtant j'avais pas pris le seum, rien. C'est juste que j'étais dans mon truc. Et ouais, on veut que tu sois dans le groupe Apothéose. Ils avaient déjà sorti un vinyle et tout. Ils ont incrusté mon morceau en plus. Et ils m'ont dit ouais, t'as vu, on veut que tu sois dans le projet Apothéose et tout. Mais j'ai dit mais les gars, vous avez des morceaux ensemble. Ben on va mettre ton morceau, on va rajouter ton morceau dans le vinyle. Et le mec il a dû represser. Et j'ai dit mais pourquoi vous m'appelez maintenant? Ouais parce que le producteur il t'aimait pas trop. Il disait que t'avais trop le style à Zoxy. Dans la manière de rapper, dans la technique et tout. La technique. Mais c'est vrai que sans me rendre compte,
Ouais, sans m'en rendre compte, j'ai pris un peu sur lui. Parce que j'allais à la radio tout le temps. Tout le temps, j'allais kicker à la radio. Et lui, il était non. Tu vois, je prenais un peu ses mimiques, mais sans m'en rendre compte, tu vois. Inconsciemment, inconsciemment, tu vois. Parce que Zoxy, à l'époque, c'était c'était quelqu'un. Il improvisait, il te rendait ouf et tout, tu vois. Et sans me rendre compte, je m'inspirais de ça. Et il m'a dit ça. Et je lui ai dit, et j'ai dit, pourquoi là, je rappe toujours comme Zoxy. Ah non, là, ça n'a rien à voir. Là, t'as ta couleur, t'as ton grain de voix et tout ça et tout. Et en faisant des morceaux avec eux, ben, je me suis fait plus remarquer, en fait. D'accord. Parce que du coup, au début, quand tu vas à la radio, tu vas dans quoi 9DB, l'émission Zoxy, tout ça, tu jouais pas encore avec ton grain de voix? Non. C'était kickage. Ben, c'était kickage et tout. J'avais ma petite voix et tout. C'était kickage et tout ça et tout, tu vois. En fait, mon grain de voix, en fait, je l'avais, mais je voulais trop. Parce que, comment t'expliquer ça? Il y avait un style de voix à l'époque. Tu sais, avant, je rappelais le zinananananana. Tu vois, c'était le style de l'époque. Basique, c'était un peu. Ouais, c'était ça, tu vois. Et quoi de neuf, bébé, comme Benjamin Epps. Ouais. Moi, quand j'écoute Benjamin Epps, tu te rappelles de toi avant? Je me rappelle de moi avant. Et le pire de ça, il me fait penser à Kazé, un mec. Ah ouais. Il a la même voix que Kazé, un mec. Sauf que c'est pas le même flow. En termes de voix, il me fait trop penser à l'époque quand je rappais avant. Et quand le rap il a commencé à vraiment évoluer d'une autre manière, eh ben c'est là que j'ai trouvé mon grain de voix et tout ça. Et c'est un truc que j'avais parce que le grain de voix que j'ai, en fait, quand j'arrivais pas à le faire avant parce que ça me faisait mal. En fait, j'avais ouvert une bouteille de Vitamalt et depuis ça m'avait fissuré la gorge et depuis j'ai eu ça en fait. Ok, d'accord. Depuis j'ai eu ça, j'avais 12-13 ans et je faisais déjà du dancehall et j'avais ce truc là et tout et j'arrivais pas à l'utiliser en rap parce que je trouvais que c'était pas le même débit en fait. Et du coup ben j'ai fait le grand rappeur, mais au final le mec il m'a dit reste toi-même frère. T'as un putain de flow jamaïcain, t'as un truc, mets ça dans tes sons. Qu'est-ce que tu veux rapper comme les autres et tout? Bien frère, t'es pas de la du coup ça l'a fait. Ouais, ben du coup au final ça l'a fait. C'est ça. Je refais juste un bond en arrière en Guadeloupe, etc. Est-ce qu'on peut retrouver des projets de dancehall de toi, de cette époque-là? Franchement, avant que tu viennes en France. Franchement, non, c'est cuit, ça date de ouf. Ok. Tu vas pas en trouver. T'as jamais pensé à chez une tante. Même pas. Et en plus, c'est des trucs, frère. Et t'as jamais repensé à faire un son comme ça? T'as jamais repensé à faire un petit son? Si, j'en ai fait. Ça va sortir. Là, j'ai posé avec des Jamaïcains, tout ça et tout, et ça va sortir bientôt. Ouais. Lourd, tu vois. Très lourd. Comment tu rentres en connexion avec Néochrome? Ça s'est fait tout seul en fait. Ok. En fait, ça s'est fait du fait que j'allais dans toutes les radios et j'ai fini par tomber sur un gars de Néochrome et de fil en aiguille ça s'est fait, hein, tu vois. Seth Gecko, c'est un frérot. Ouais. Je dis bien c'était parce qu'en ce moment c'est pas trop ça. C'était parce que c'était le mec qui m'a. Ben, on se rendait service. Il m'a hébergé pendant quelques temps et tout et voilà, tu vois. Et du coup, je lui donnais des coups de main dans le Peura et tout ça, machin et tout, parce qu'à l'époque, il était fan. Il était fan et tout, là où, là, sans te mentir, la plupart des gens, ils le rejetaient parce qu'ils disaient, ce blanc-là, il est chelou. Parce que c'est vrai que les blancs dans le rap à l'époque, tu vois, sans négliger, hein, j'ai rien contre, hein, c'était pas évident avant. Franchement, même nous en province, c'est vrai, moi j'étais un peu petit, mais je voyais les grands. T'avais vraiment genre les blancs de quartier qui étaient les pros, cyniques et cette déco. C'est ça. Et t'avais tous les renards, les remettés, les regardaient en mode wesh les gars, vous êtes sérieux ou quoi? Ça veut dire. De toute façon, c'est Eminem qui a changé un petit peu cette mentalité là. C'est vrai. Et après, on va dire que ça s'est un peu développé au jour d'aujourd'hui. Ça s'est ouvert un peu, Ouais, c'est clair. Ensuite. Attends juste, t'es resté combien de temps chez Néochrome? C'était rapide, hein. C'était rapide. En fait, Néochrome, je sais pas, ils ont cru que j'allais signer chez eux, mais le truc c'est que je faisais des collaborations avec eux et ça me plaisait bien, tu vois. Jusqu'à ce que Yoni me propose un contrat, moi j'ai pas kiffé, tu vois, parce que j'aimais pas comment c'était en fait. J'aimais pas le rap qui comment dire, le rap qui véhiculait, c'était pas mon délire en fait. C'était pas mon délire, en gros. Au niveau de l'image au niveau de l'image et tout, tu vois, regarde maintenant c'était en mode cabochard et au fur et à mesure ils allaient là-dedans, tu vois. Et moi ça m'a pas plu. En mode un peu loubar. Voilà, tu vois. Bar français, barlou. Voilà. Or que moi j'étais dans mon délire Quinry, Renoir, tatoué, tout ça, machin et tout, ça me correspondait pas. Ouais, carrément. Tu vois, donc je comprends totalement. Et eux ils étaient contrairement à l'ouest de ça, tu vois, c'était pas vraiment leur. Carrément. Et donc là, après t'es parti signé chez Bomb Attack. Bomb Attack, ouais. C'est ça. Et donc là, c'est là où tu fais ton premier album solo. Dedans, voilà, c'est
c'est la masterclass de Brasco à écouter. Et donc là, tu nous lâches le feat avec Saria Ariani, Vagabond, à 8000 km. 24 millions de vues, hein, comme je disais tout à l'heure. C'est ça. Momo, t'as même une petite anecdote sur le à 8000 km. Ouais, comme je disais tout à l'heure en off, à l'époque c'était en quoi, 2009, 2010, en Côte d'Ivoire, donc voilà, loin de la famille, loin de tout ça, c'est une musique. C'est souvent, on est entre potes, au bar, posé, tranquille, tu sais, t'as des musiques qui te font un peu réfléchir et tout. Et cette musique, moi je me souviens, j'avais un capochef, il te la mettait, mais 15 fois, tu sais, en boucle. Et tu vois, ça provoquait vraiment, il y avait de l'émotion, il y avait quelque chose. Je le voyais même pleurer, frérot, tu vois ce que je veux dire? Ça fait plaisir. Hein. Et ouais, je pense que ça, tu sais, créer quelque chose, créer ce sentiment-là dans le cœur de quelqu'un, voilà, des gens, je pense que moi c'est quelque chose de lourd, ouais. Ouais. Et donc, ton premier album, il pète les scores. Et là, pour les anciens, ils s'attendent tous à ton deuxième album chez Bomb Attack. Ouais. Tu peux me dire qu'est-ce qui s'est passé? Bomb Attack, ils ont eu un souci en fait. Ils avaient des problèmes d'argent. D'accord. Des problèmes d'argent, on n'avait pas de problème d'argent parce qu'on niquait tout. Je comprends pas. C'est les mecs, ils ont niqué les sous en fait. Ouais, c'est un des deux qui a niqué les sous et après va savoir la vraie histoire, j'en sais plus, mais en fait, c'est deux associés et un des deux il m'appelle, il me dit l'autre il fait le con, on va fermer la boîte. Ah ouais. C'est tout, c'est arrivé comme ça. Moi j'étais sur mon deuxième album, Saria Ariani elle était sur son projet, Matador aussi, carrément et tout ça et tout, et au final je me suis barré et le deuxième album, en fait, j'avais des morceaux du deuxième album et c'est en partant que j'ai fait un espèce d'album. Parce que je trouvais que ce que j'avais fait avec Bomb Attack, ça commençait à se faire vieux. Donc du coup, pour pas que ça pourrisse dans mes ordis et voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai repris certains morceaux et j'ai fait avec Danny Sainté, le projet Calabrese Projet, où il y a où il y a le morceau avec Islam et Pousse la Fonte. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que Pousse la Fonte et le morceau Islam sont dans l'album Vagabond. Non. C'est dans le deuxième album. Dans l'album Calabrese Projet. Dedans même, je crois qu'il y a un feat avec Still Fresh. Ouais. Et Esprit Noir. Ouais, Lascar Fameux, ouais. C'est ça. Il y a Esprit Noir aussi, non? Esprit Noir. Incroyable. C'est des petits jeunes que t'as entendus et que directement t'as kiffé. Que j'ai soutenu, que j'ai soutenu, que j'ai aidé. J'allais tout le temps dans le studio à Xavier à l'époque. Ouais. Et donc voilà, tu vois. Après tu connais, les petits ils grandissent, ils oublient. C'est pour ça que là je me suis dit non, je peux pas laisser ça passer. Il faut que j'arrive pour leur donner une fessée. Une bonne fessée. Rien à foutre. C'est bon ça. Et moi je voulais juste revenir sur la période Bomb Attack. Dans un interview, tu dis que quand t'étais chez Bomb Attack, c'était un peu trop entre guillemets l'usine à ton goût, à ton goût, que c'était charbon, studio, tac et tout, et que toi, tu kiffais le son à fond, mais t'étais pas par rapport à la vie à côté, la rue, etc. T'étais pas dans ce truc de usine comme El Matador l'était, etc. Matador, il était ouf. Et des fois même mon producteur pour me booster, tu vois. Il me disait, tu vois, le petit là, il est rentré, en 30 minutes, il a écrit un son. Toi, il te faut 2 heures. J'ai dit, ouais, mais moi, frère, c'est pas pareil. Moi, le temps de rouler, de fumer mon joint, frère, je suis une Guadeloupe, gros. Hein. Mais après, attention, ce que je vais te sortir, ça en vaut peut-être 10 morceaux de Matador. C'est ça. Lui, il va en sortir 10, moi, je vais en sortir qu'un. Et le seul, il va niquer les 10. Sans prétention, tu vois. Donc, il y avait cette rivalité-là entre toi et le Matador. Ouais, mais c'était compétitif. Ouais, parce qu'au début, on se connaissait pas. Moi, j'étais la première signature du label. Et après, on m'apprend qu'il y a un mec de Marseille qui va signer. Ok. Ah, c'était toi la première signature du label? C'était moi la première signature, c'était moi qui l'avais sortir. Après, il me dit, ouais, tu sais, Brasco, l'écriture, parce que c'est vrai qu'à une époque, l'écriture, c'était une torture pour moi. Tu vois. Donc voilà. Et soit j'ai même Vagabond, je l'ai fait à 5 reprises. Hein. J'ai pas fait la première fois. D'accord. Parce que Vagabond, même Marc Bomb Attack, il me disait, mais frérot, un coup tu dis que t'es à la rue, un coup tu dis que tu tires sur des gens, un coup tu dis que tu vends de la drogue. Frère, faut choisir. Tu peux pas faire freestyle, parler de meufs, c'est trop freestyle. Raconte vraiment. Et moi j'avais honte de raconter. Je dis, je vais raconter, on va me prendre pour un clocher. Frère, t'inquiète pas, on va mettre de l'émotion déjà. Oublie les beat rap. On va mettre de l'émotion, on va mettre un piano, voix, tout ça. Les gens ils vont kiffer. Et en plus c'est un morceau. Personne pourra te critiquer parce que c'est comme si les gens, c'est comme si tu critiques un clochard.
Tu vois, un clochard, il est démuni, tu vois ce que je veux dire? C'est toi, tu critiques un clochard, tu insultes un clochard, tu vas te faire niquer, tu vas te faire insulter dans la rue, tu vois? Donc voilà, donc il m'a dit, et c'est vrai, hein, c'est un morceau, il est incorruptible, tu peux pas mal parler de ce morceau parce que c'est un morceau de vie. Non, puis les gens, ils l'ont bien pris. Voilà, ils l'ont pris vraiment dans le... Voilà, tu vois. C'est exactement ça. Ouais. Fort. Et donc, voilà, on est à l'album en commun, on va dire, avec Danny Sainté. Ouais. Tu pourrais dire quand même que t'as lancé un peu, tu lui as donné, on va dire, le pied à l'étrier. J'ai contribué au succès qu'il a maintenant. Hein. Clairement. Il va pas te mentir. Hein. Ok. Clairement. Parce que Danny, je l'ai connu, il avait 17 ans. Ok. Danny, il est venu me voir, il me disait ouais, il y a personne qui veut mes sons, nanani nanana. Les mecs ils me disent oui, mais ils me prennent trop pour un petit. Ils préfèrent aller voir Spike Miller ou un mec connu. Surtout à cette époque-là. Ouais, surtout à cette époque. Et Spike, il était en train de tout niquer à cette époque, tu vois. Donc, je lui ai dit, fais-moi écouter ce que tu fais. J'ai écouté ses sons. J'ai vu que le mec, il avait un talent au piano. Déjà, il a le don de droit de fée là, de sorcier là. Donc j'ai dit ah ouais, avec tes doigts de sorcier obligé, t'es un virtuose. Et du coup, il m'a fait le truc. Il m'a fait écouter un son. Je me rappelle le son, tu sais, les producteurs, ils aiment bien donner un son à leur prod avant de te donner. Le truc, il s'appelait Crank and Bee. J'ai écouté. J'ai pam. Ah, le son est lourd. Personne n'avait rappé sur ça. Personne n'osait rapper sur ça. J'ai dit, je le prends. Dans 2 semaines, je fais le morceau. Et dans 1 mois, on fait le clip. Et c'était Pousse la Fonte. Il y a 1 million de vues. Et ça a été le premier son qu'on a fait ensemble. Et après, on s'est plus jamais lâché pendant 5 ans. On a monté en quelle année celui-là? Pousse la Fonte, c'est en 2011. 2010. On a commencé. Puis le projet est sorti en 2011. Le projet est sorti en 2011. Mais tu sais quoi, moi, Danny Sainté, pour te dire, moi, Danny, je connaissais Brasco avant. Mais Danny Sainté, moi je l'ai connu, il faisait des covers piano sur YouTube. Et genre un an après, il y a le projet Calabrese Projet qui sort, et puis je le vois avec Brasco. Je dis oh le gars il a vite monté, tu vois. Très bon. Ah non, mais moi je repère les nouveaux talents vite, c'est ça mon truc là, l'avantage que j'ai, c'est ça, c'est que je sens le truc. C'est comme quand j'ai fait le morceau avec Caris, personne n'y croyait. Oh mais qu'est-ce que tu fais frère, le mec crâne rasé, barbe, il va faire peur aux gens. Fais pas des trucs avec lui et tout ça machin et tout. Fais un truc avec moi. Mais je ferai pas avec toi, t'es nul. Ah, je lui ai dit cash, je lui ai dit t'es nul frérot. Et du coup, toi, en tant qu'ancien, tu vois, parce qu'il y a beaucoup d'anciens qui sont comme ça, t'as pas ce truc d'aigreur un peu de pas mal d'artistes que t'as lancé qui aujourd'hui ont pété, etc. Tu vois? Non, franchement non. Tu sais pourquoi? Parce que je suis dans la tendance et je peux être amené à être à côté d'eux. Et c'est là qu'on va rigoler. Tu vois? Bien sûr. C'est là qu'on va rigoler parce que comme on dit aujourd'hui, quand t'as rien, t'as personne, et quand t'as tout demain, tout le monde t'appelle, tout le monde te veut. Tout le monde qui est là. Voilà, tout le monde te suce la huc. Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, non, ça m'a jamais. Parce qu'à partir du moment où je suis dans la course, fais attention, je peux te rattraper. Si je serais pas, parce qu'un mec qui est pas dans la course, tu sais, les anciens, t'en as beaucoup qui sont aigris. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils préfèrent se dire, le rap c'était mieux avant. Non, dis pas ça. C'est parce que t'arrives pas à t'adapter, t'arrives pas à kicker comme maintenant. T'aurais bien aimé kicker parce que je sais que t'aurais bien aimé kicker parce que tu kiffes certains rappeurs jeunes aujourd'hui. C'est ça. Tu kiffes peut-être pas ce qu'ils racontent, le côté bicraveur machin et tout, mais il y a certains, je sais que tu aimes, mais t'arrives pas à rapper comme eux, tu veux, mais t'arrives pas, donc t'es aigri. Et en plus, ils font plus d'argent que toi que t'as fait dans le passé. C'est ça, et c'est une très bonne transition pour la question que je vais te dire. Moi, quand j'ai parlé autour de moi, Brasco, je vais interviewer Brasco, ils m'ont dit, il y a eu 2 camps. Vagabond, 8000 km, et le camp, je danse avec les chétanes, avec la crime. Et en gros, c'est quoi le regard, on va dire, que t'as vers, tu vois ce que je veux dire, l'ancien qui fit avec le nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Et de plus, parce que toi, ton flow trap que t'as eu, tu l'as eu dans Ma France d'en bas, que j'ai entendu. Et Pousse la Fonte, il a un côté il a un début, on dirait. Il a un début trap. Toi, comment tu t'es adapté à ce flow là? Tu sais pourquoi? Parce que depuis tout jeune, depuis l'âge de 11-12 ans, j'écoutais Bone Thugs Harmony. Et là j'avais compris. Et après, en venant ici, je me suis dit, je voulais commencer à rapper comme ça, mais c'était trop, comment dire, c'était pas encore dans le délire. Et
j'entendais des mecs qui rappaient comme ça déjà, la Coméra. Ok. La Coméra, ils étaient très très bons parce que eux, ils sont à fond sur tout ce qui est LMC Click. Ouais, LMC Click et tout, la Coméra, et eux, ils aimaient bien. Comment il s'appelle, Juicy? Parce qu'il y en a un qui s'appelle Juicy P. Ouais, c'est ça. Ouais, Et le Kerry, c'est Juicy G, je crois. Ouais, c'est ça. c'est De ça. la Et, 36 Mafia. 36 Mafia. Et la Coméra, c'était 36 Mafia de Carrément. 91. On est d'accord. Tu vois. On est d'accord. Donc pour moi, c'était eux seulement. Et moi, j'avais capté ce délire-là. Et je me suis dit, ben, la trappe, on va attendre. Tu Mais vois. c'est dommage parce que Caris, il est venu avec Or Noir. C'est l'album, comme on dit, game changer. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est dommage que t'as pas eu, on va dire, cette audace-là pour peut-être pas griller la place de Caris, mais d'avoir cet album qui fait un game changer. Ouais, c'est clair. Après, Caris, le truc, c'est qu'il était. Tu sais, quand t'es tout frais, t'es nouveau, y a une étoile qui brille sur toi. Que quand t'as fait tes preuves à un certain moment et que tu veux revenir, c'est plus dur. Ouais. Tu vois? C'est plus dur de réparer une voiture que d'avoir une neuve. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu répares une voiture, il y aura toujours d'ici dans 6 mois, tu auras toujours un petit problème parce que la voiture elle est usée. Mais dans le délire et tout, Caris, pour moi, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui allait fonctionner. J'ai vu le truc. Et non, moi ça m'a pas. Franchement, c'est un bon artiste. Moi, j'ai écouté son album, je me suis dit, il a son truc, c'est nouveau, c'est frais, ça va plaire aux gens. Je le sentais déjà, je sentais que ça. C'est comme la Crime. La Crime, il avait déjà un certain buzz. Je me suis dit, mais lui, il va fonctionner. C'est comme Jul. Jul, on m'a fait écouter un gros morceau rap de Jul. Et on me disait, regarde, c'est Jules. Les gens, ils aiment bien et tout sur Marseille et tout. Et j'ai écouté un morceau de lui. J'ai dit, tu vois, lui. T'as senti? J'ai dit, lui, il va marcher. Il va fonctionner. Et moi, j'appelais des gens de Marseille, je dis, occupez-vous de Jul. Il va partir. Et j'avais des mecs de Nice, ils voulaient s'occuper de lui à Marseille. Et ils me disaient, frère, Nice, Marseille, frère, frère, obligé, il y a des gens qui s'occupent de lui, on va nous mettre un cadet sur la table. Voilà, tu vois. Les équipes, et ils avaient raison, parce que t'as vu ce qui lui est arrivé après, il y a eu des galères qu'il a eues. Donc, voilà, tu vois. Et moi, je veux juste revenir sur la période Calabres Project, La Voix du Sous-Sol. OVNI Music, c'était une structure que t'avais créée? Ouais, OVNI Music, ben, c'est moi qui ai créé le Blast, tout ça et tout. On a monté une société, moi, Danny et Redize. Ok. Et voilà, et après Danny, quand je suis parti de la société, on a dispatché les billes et Danny, je lui ai laissé, il est resté avec OVNI Music. Donc du coup sur OVNI Music, donc il produit des artistes, il a toujours Islem et un autre artiste qui s'appelle Jonah. D'accord. Donc voilà, et à côté de ça, il fait ses trucs et tout ça et tout. D'accord. Donc la société existe toujours? Ouais, je crois elle existe encore. Okay. Elle existe encore. Il s'en sert encore. Ok, ça marche. Et donc après La Voix du Sous-Sol, on arrive, je passe un peu les étapes, 2015-2016, t'annonces que t'arrêtes la musique. Ouais. C'est ça. Pourquoi? En fait, c'est une disquette que j'ai mis aux gens. Oui, parce que t'es revenu juste après. Ouais, bah oui. En fait, il a fait, ouais. En fait, j'ai fait un truc comme ça, mais j'ai laissé les gens dans le doute. Tu sais pourquoi? Quand j'ai fait ça, c'était pour dire l'ancien Brasco qui avait les locks, que tout le monde disait, ouais, le Guada, le vagabond, tout ça. Donc pour moi, et le jour où j'ai mis ça, j'avais mis mes locks par terre. D'accord. J'avais marqué mes locks, j'avais fait un long message et j'avais marqué sur Facebook, je me rappelle. J'avais marqué avec mes locks SCO en disant que Brasco n'existe plus, maintenant c'est SCO qu'il faut m'appeler, tu vois. Et donc et du coup on m'appelle SCO. Ok. Donc mon truc il a bien fonctionné. On m'appelle SCO. Après quand les distributeurs ils m'ont appelé, ils m'ont dit frérot tu t'as appelé SCO, frère, mais tu peux pas le faire sur les papiers parce que tu vas pas toucher ton oseille. J'ai dit, je crois qu'on va garder Brasco pour les papiers. Et il m'a dit en même temps sur internet, à l'époque, il m'a dit ça fonctionnait. Il m'a dit maintenant, SCO sur internet, c'est mort parce que tu vas te faire bouffer par SCO d'Angers. L'équipe de foot, ils sont en train de monter en plus. C'est ça. Donc j'ai dit, mais moi, je pensais qu'ils étaient morts. Ils sont revenus, ils ont fait la remontada. Et il m'a dit, non, là, ils sont chauds, là, SCO Angers, là. Et quand tu tapes SCO, c'est eux qui ressortent en premier. Ok. Et du coup, j'ai abandonné le truc, mais ce qui a fonctionné, c'est que les gens, ils m'appellent SCO. Et même quand je fais des interviews, les gens, comment on doit t'appeler Brasco? SCO, ça va plus vite. C'est comme Booba Boops. On est d'accord. Et donc avec SCO, t'as quand même sorti des projets, tu vois, par Tony Parr dira aujourd'hui, SCO Punisher. C'est des projets qui ont eu de bons retours, qui ont bien fonctionné. Franchement, SCO Punisher, j'ai eu un bon retour, surtout avec le morceau qui a parlé à beaucoup de gens. C'est un morceau qui parle de trahison qui s'appelle Punisher en fait.
tu vois, qui s'appelle Punisher. Celui-là, il a bien tourné. Et non, franchement, j'ai des bons streams par rapport à cet album-là. Ils sont avec transparence. Franchement, j'ai des bons retours avec, il fonctionne encore. Il y a des gens qui l'écoutent. Il y en a qui me demandent Punisher 2. Mais ça demande beaucoup de projets. Ça demande beaucoup. Le projet Punisher, je l'ai fait pour le kiff, hein, parce que je kiffe les Marvel, je kiffe le personnage Punisher. Pour moi, je trouve que c'est un personnage qui me correspond. Et franchement, ça a été dur à mettre sur pied en termes de clips et tout ça. Surtout qu'avant, je faisais pas de clips. Avant, je réalisais. Parce que les gens, ils confondent un réalisateur de clip et un cadreur-monteur. Un réalisateur, c'est pas la même chose. C'est lui qui va trouver le cadreur, le monteur, c'est lui qui va... le réalisateur, il touche pas. Il fait son équipe, il fait son... C'est lui qui dit, bon, filme ça, laisse-moi voir, truc. Et moi, c'est ce que je faisais de la co-réalisation. C'est un chef d'orchestre. Voilà, c'est ça. Et là, maintenant, je fais du montage, je fais du cadrage, je fais de tout, en fait. Je fais de tout maintenant, tu vois, j'ai appris. T'as commencé quand à te mettre en tant que réalisateur vidéo? Après la période, l'époque? Frérot, mais tu vas rigoler, ça fait même pas longtemps que je fais ça. Mais depuis le confinement, frère. Ok, d'accord. Il y avait rien à faire. Ok. Il y avait rien à faire. Je pensais que c'était, que justement, quand on a parlé dans les interviews, je pensais que tu avais commencé justement la période entre 2015, 2017, 2018, tu vois, la période juste avant que tu sortes les projets en tant que SCO, etc. Bon, frère, j'ai fait ça de force au confinement. Il y a une petite, la modèle qui devait venir à la maison. Cindy, je te retiens. Hein. Ah bon? Je te retiens. Je vais t'attraper, tu vas voir. Et donc, elle devait venir à la maison. Elle m'a mis un de ses plans, frère. Et voilà, et du coup je me suis dit bon c'est la galère quoi. Donc on va faire des clips. J'ai appelé mes réalisateurs, j'ai rien à faire les gars, on fait comment? Et après ils m'ont appris les bases et tout, et au fur et à mesure j'ai commencé à acheter les trucs et tout. J'ai formé une nana qui s'appelle Diana, gros big up à elle. Et maintenant c'est une putain de cadreuse. Lourd, maintenant, quand je fais mes clips, par exemple, je sais pas si vous avez les derniers screen shows, tout ça. C'est elle qui m'a cadré, et moi le soir je rentre, je fais le montage. Et ce week-end là t'es venu clipper justement, c'est ça alors? Ouais, je suis venu clipper la chanteuse Anissa. Et qui chante super bien, qui est un bête de morceau, et on a fait le taf, hein, franchement ça s'est bien passé. J'ai big up à elle. J'ai eu des bons petits retours. Ouais, franchement bien. Parce que je lui ai montré. Le taf est pro, je lui ai montré et tout pour qu'elle voit ce que ça donne, parce que t'as des réalisateurs, ils aiment bien filmer et ils montent pas. Et à la fin t'as des grosses surprises, tu vois. Non, il y a un accompagnement, voilà, tu vois, donc il y a un suivi derrière moi, t'as vu. Donc voilà. Yes. Aujourd'hui, on va dire administrativement parlant, musicalement et tout, t'es comment? T'as créé une structure, t'es en équipe, t'es en équipe, t'es avec tes propres gars à toi, pas de structure, chacun a confiance en l'autre. Ouais, je suis en mode QLF. Je suis en mode QLF, je suis en mode PNL, QLF. En gros, j'ai mes frérots, j'ai mes collaborateurs en fait. J'ai tout, hein. J'ai IBN Musique pour les studios, c'est des collaborateurs, j'ai des partenaires vêtements, j'ai Black Dino, j'ai French Neymar en casquette, en instru, j'ai District, j'ai méga sûr Moontalker. Toto et Youssef, ils sont très forts. District aussi, hein. Et il y a un nouvel arrivant là en instru là, un gars que je connais depuis 30 ans. Du jour au lendemain, il me dit je fais des instrus. Au début, quand il m'a fait écouter des instrus, je lui ai dit frérot, me manque pas de respect s'il te plaît. Après il me dit mais comment? Il me dit mais donne-moi des trucs, des machins et tout. Je lui ai envoyé sur la drill. Le gars il fait que de la drill maintenant. Le gars il mange la drill, il chie de la drill, il boit de la drill. Ouais, il est matrixé drill et depuis je kiffe ce qu'il fait et tout. Et son premier morceau, on a fait un truc de ouf avec un artiste du 9-1 qui s'appelle Tino, gros big up à lui. Et donc voilà, il y a du lourd qui arrive. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, franchement, hein, Guadapolitain, c'est du pipi de chat les gars. C'est du... Je sais que chez Grice t'avais parlé de homme de l'ombre, homme de l'ombre, homme de lumière, etc. C'est les prochains projets après Guadapolitain? C'est des projets que je vais mettre en termes de mixtape maintenant parce que je suis plus sur ces projets-là. Je suis sur un projet qui est presque fini. Qui va s'appeler, j'ai un projet qui va s'appeler Anarchie. Oui. Et c'est que de la street, c'est que du sale, avec des mecs du 9-4 et tout, tu vois. Et ce sera sous forme d'EP.
Il y a un morceau avec Samy où j'ai fait un titre avec Samy qui s'appelle Ma cité a craqué. Ouais, justement. Dans le Guada, ouais. Et le morceau, on a juste fait un morceau. On a juste fait un morceau comme ça. Le morceau, il est tourné en radio. Kevin Razi, il a grave kiffé. Il m'a remercié. Il a dit le morceau, il est lourd. Je savais pas que tu kickais comme ça, comme les jeunes. Je lui dis frère, je kick pas comme les jeunes. C'est eux qui ont appris à kicker comme nous, frère. Si on serait pas là, ils seraient pas là. Bien sûr. Tu vois, donc non, franchement, il a kiffé. On a eu des bons retours et tout de ce morceau. Et du coup, Samy et moi, on s'est dit qu'on va remettre une couche. Et donc, il y a un morceau lourd en mode drill qui s'appelle LPP. On laisse pas de preuves. Donc, il sort bientôt. Après Anarchie, j'ai un projet qui s'appelle Fratello avec mon petit frère, toi ici, qui est de retour. Donc, on avait déjà fait 2-3 morceaux, dont un morceau qui tournait beaucoup sur Trace Music et Trace Urban et sur M6 Music Black qui s'appelle On finira premier. Ok. Oui. Moi c'est bon. Ou un morceau, le clip on a fait le clip. On n'a rien demandé à personne. Le clip il passait sur M6 et tout, parce que les gens ils pensaient que on avait fait le clip soit au Canada, soit à Chicago. Parce que t'as l'impression qu'il est quinri. J'ai vraiment pris des têtes où le truc il est quinri de ouf. Et mon petit frère, t'as l'impression que c'est Chief Keef dans le clip. Tu vois. Après il a eu des problèmes de car plat, tout ça et tout. Et là il revient fort. Là on va revenir fort. Là on a des gros morceaux et tout. Donc voilà. Très très lourd. Est-ce que tu peux nous parler de Lil G Badaz? Qui est ce bout? Ça fait un Who's this man? On veut savoir. Quel lien avez-vous Lil J, c'est mon gars sûr. Lil J, c'est un Saint-Lucien qui rappe en français, en anglais. C'est un mec, il est super talentueux. Mais voilà, tu vois, c'est la street. C'est la street pure et dure, tu vois. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que dans ces textes, c'est vraiment réel. C'est vraiment réel. Ces gens, on est en Guadeloupe, on va enregistrer un morceau. On a enregistré 3-4 morceaux ensemble, dont un morceau, un dancehall avec 2 Jamaïcains. Normal, il vient, il pose son gun, il pose. C'est Chicago chez moi, tu vois. Fort. Il kick bien, français, même américain. Ouais, il est surtout américain. En français, quand il kick en français, il a l'accent. Et ça fait super bien. Mais il est limité en fait. Mais quand il pose en quinri, frère, t'as l'impression que on dirait que c'est un ricain. Mais on dirait que c'est un ricain de ouf, tu vois. Et il est très fort. Même dans l'attitude et tout. Ouais, l'attitude et tout. Ben je sais pas si tu connais, si tu l'as vu, mais. Si, j'ai vu. Dans l'attitude et tout, il est très bon, tu vois. Il est très fort. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la conception de Guadapolitain, parce que il y a dedans, il y a des featuring un peu avec c'est coloré, c'est coloré musicalement, même au niveau des collabs, c'est un peu un album mondialiste. En fait, Guadapolitain, c'était pour marquer un dernier truc par rapport à Vagabond, tu vois. Je me suis inspiré de Vagabond pour faire ce morceau parce que Vagabond c'était un album éclectique. Parce que dans Vagabond, il y avait de la dirty, il y avait un peu de tout. Bon, bien que les morceaux qui se sont fait remarquer, c'est les morceaux qui passaient plus pour la ménagère de 50 ans et ses petits-enfants. Forcément, tu vois. Mais voilà. Et Guadapolitain, en fait, je vais pas vous mentir, je vais vous dire la vérité, il y a des morceaux qui datent de 3 ans. Ok. Ah ouais. Carlos Ghosn, il date de. Carlos Ghosn, mais il date depuis l'histoire de Carlos Ghosn en fait. Ouais, c'est ça. Donc l'histoire de Carlos Ghosn, c'est mon morceau préféré. Ça dure de 1 an et demi, 2 ans. Et il y a des morceaux qui datent. Les morceaux récents, c'est 971, c'est Askip. C'est 971, Askip, Toucher le ciel. Il y a quand même des morceaux. Million de questions, il date de 2 ans et demi. Cœur scellé. Ouais. Cœur scellé, il date d'1 an et demi. Cœur scellé, en fait, je l'ai fait en même temps que Mejnoun. C'est le même compositeur. J'avais été chez lui à Clermont-Ferrand. Gros big up à Yaya on the track. J'avais été chez lui à Clermont-Ferrand, on a enchaîné les 2 titres. Mejnoun, au départ, il s'appelait pas Mejnoun, il s'appelait Lunatic, le morceau. D'accord. Parce qu'en fait, il a repris un sample. Le sample, c'est un sample de Homme de l'ombre. D'accord. C'est le morceau de Lunatic et Mala. Lunatic et Mala à l'époque, tu vois. Donc c'est le sample de Homme de l'ombre. Donc on s'est inspiré de ça et je voulais l'appeler Lunatic le morceau et au final, je l'ai appelé Mejnoun en fait, tu vois. Ok. Sale. Donc voilà. Et nous ici, on aime bien représenter la région. T'as un feat avec un gars de Belfort. C'est ça. Aïe. Monsieur Yaya. Ouais. Nos j'ai pensées. J'ai eu un coup de cœur. Comment ça s'est passé au niveau de la conception? Ben, Yaya, si tu veux venir, il est là. Il est là, il arrive. Ouais. Ils sont là. Il est là, il dit rien. Comment tu vas, mon frérot? Ça va, tranquille. Ça va bien? Tranquillement, frérot? Faut que je vais à la radio pour. T'as vu? Allez Yaya, installe-toi là-bas, t'as un micro pour toi là-bas. Ça va Yaya? Tranquille frérot. Comment c'est?
Bah écoutez messieurs, je vous laisse nous dire un peu la genèse du morceau, la conception, etc. Comment ça s'est passé, la connexion. Ben la connexion c'est devenu d'un ami en commun. D'accord. Il m'a appelé, il me dit c'est un gars qui est booker de base. Et il me contacte, il me dit faut que tu fasses un morceau avec Yaya. Je dis mais c'est qui Yaya? On parle de Yaya, c'est qui, tu vois? Et il me dit c'est un mec, tu vas voir, tu vas kiffer et tout. Il chante du rail mais pas comme les autres. Je te ramène pas chez Khaled, mon frère. Il me dit, parce que j'étais inquiet. Il me dit, je te ramène un gars. Le gars avec son flow, il pose sur de la trappe, sur tout, il a un truc et tout. Et j'ai écouté, j'ai eu un coup de cœur direct. J'ai dit ok, je valide. On y va, on est parti et tout. Et on a kiffé faire le morceau. Ah non, franchement, moi j'ai eu l'instru, j'ai reçu l'instru. Ça m'a pris direct. J'ai mis du temps à le faire. Je sais pas si tu te rappelles. J'ai mis du temps parce que la personne qui nous a mis en lien. Elle me disait pareil, Brasco, tu vois, j'y croyais pas trop la vérité, tu vois, il me disait ça, machin. Puis un jour, j'étais dans le studio, tranquille, genre, posé. Puis je dis, putain, voilà, faut que je le fasse, le truc. Je mets le son, je l'avais pas écouté, hein. Ça m'a fait monter les... Direct. J'ai rentré dans la cabine, j'ai mis 5 minutes pour le poser. Je l'ai envoyé, tu m'as dit que c'était la bombe. Ah ouais, c'était la bombe. Ça m'a inspiré. Il est magnifique. Il est magnifique. Non, il est beau, franchement. Tu sais que moi, tu m'as choqué, hein. C'est vrai? M'a choqué, il est magnifique. C'est le but, ça fait plaisir. Et c'est vrai qu'au premier abord, tu vois, moi Yaya, ça fait des années, je connais la musique qu'il fait et tout. C'est vrai qu'au premier abord, quand on dit Brasco et Yaya, quand on le connaît, dans ma tête je me suis dit attends qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Et en fait le morceau, tu vois, il perturbe pas, c'est fluide, c'est propre. Vous avez réussi à vraiment lier les deux univers et du coup ça donne un morceau très fort, tu vois. Parce que c'est vrai qu'au début, même Yaya il m'avait dit je suis dans le prochain album de Brasco et tout, je dis ok et tout. Je lui disais attends mais comment c'est quoi ce morceau? Non mais tu vois, non c'est même pas de la parlotte, je me suis même pas dit ça, je me suis dit j'avais hâte d'écouter le morceau. Je me suis dit c'est quel genre de morceau ça. Nous tout à l'heure au salon avec Lionel, il me dit il y a un son avec Yaya, je dis lequel? Ah ouais, en plus tu parles de qui? On s'est vu il y a pas longtemps, on est parti, j'étais dans ton studio, il me posait des... J'ai dit mais non. J'ai écouté, c'est d'amour. Magnifique. Non, moi j'ai eu des super bons retours sur ce morceau. Ah non, mais ce morceau, les gens ils le kiffent. Même, tu sais, quand j'étais au clip à Nissa, il y avait plein de morceaux qui tournaient. J'ai mis le morceau de Yaya. Il est magnifique ce morceau. Il est trop bien ce morceau. C'est avec qui? C'est avec Yaya. Je connais pas, mais il m'a dit Machallah, il est beau le morceau. Mais la mère de Nissa. Ouais. Ce que je vous propose avant de conclure avec Brasco, c'est qu'on s'écoute Nos Pensées, le feat avec Yaya, qu'on s'écoute Carlos Ghosn, on s'écoute les deux morceaux et on revient juste après pour conclure, parler des prochains projets, etc. Ça marche. Donc on s'écoute. On a dit Carlos Ghosn, Nos Pensées en featuring avec Yaya, c'est dans la braise, Brasco sur Radio Amitié 99.2 et on revient juste après les amis. Let's go. Donc voilà, on s'est écouté Carlos Ghosn, Nos Pensées en featuring avec Yaya, un petit bout de 971 qu'on remettra après pour les bougs, bien sûr Brasco, Ligi Badaz et Don Carly bien évidemment qu'on n'oublie pas. On va commencer à conclure petit à petit notre échange, notre discussion. C'est quoi les prochains projets? Qu'est-ce qui arrive entre les clips, les projets, etc. Voilà, il y a les feats, il y a des feats qui viennent. Je suis sur des albums de pas mal d'artistes là. Franchement, je vais pas tous les citer, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et mis à part mes projets, il y en a beaucoup. Mais moi, mes projets respectifs à moi, il y a Guadapolitain qui est sorti. Après, il y a mon petit EP Anarchie. Avec pas mal d'artistes de mon hexagone et après il y a le projet Fratello avec mon petit frère Toi Ici, donc que vous pouvez retrouver sur des morceaux comme Kurt Cobain, super violent Kurt Cobain, Sans Limite et On Finira Premier et voilà, il y a Fratello avec lui et après je me fais plaisir, je sors un petit projet drill R&B façon, donc tout ça là j'ai déjà anticipé un petit peu tout ça. Très lourd, très le petit, on va retrouver le grain sucré. Voilà, c'est ça qu'on aime, est-ce qu'on aura toutes ces choses là dans l'année 2022? Vous aurez déjà le projet drill déjà qui est déjà pas mal, comme c'est un EP.
Donc c'est un EP, c'est 5-6 titres. Yes. Donc j'ai déjà 4 titres. Sur les 4 titres, j'ai déjà 2 clips. Ok. Et donc je vais enchaîner les autres clips en même temps que j'enchaîne les clips de Guadapolitain parce que je le défends encore. Yes. Je pense que je vais le défendre jusqu'à la fin de l'année et à côté de ça sortir le projet Rien n'empêche maintenant avec les streams et tout ça. Ouais, Donc, tu peux balancer quand Bah quand oui, tu tu veux. balances. Donc tu peux balancer, tu balances. Fort. Ok, et puis il y a aussi le clip, j'ai entendu, excuse-moi, en off, le clip entre vous deux. Ouais, Yahya ouais. et toi. Le clip avec Yahya, ouais. Ça fait plaisir. Ça, c'est bête. Donc en sachant qu'il y a déjà, j'ai déjà un clip en suspens là, mais j'attends de faire le clip avec Yahya. J'ai le clip de Toucher le ciel, Ok. Yes. donc je l'ai déjà fait. Donc juste j'attends de faire le clip de Yahya et pour jauger, pour voir, voilà. J'ai hâte, hein. En J'ai tout hâte, cas, hein, j'ai les déjà gars. le clip de l'été. Et juste vite fait, Gabriel, tu l'as déniché d'où? Parce que je la connais pas du tout. Gabriel, c'est moi. J'étais un jour comme ça, je voulais une chanteuse parce que de base, le morceau Million Questions, je voulais le faire avec Sarah. Ouais. Et Sarah, elle avait trop de projets à ce moment-là. Ok. Et elle avait une petite boutique, elle vendait des choses. Ok. Elle vendait pas mal de trucs et ça lui prenait énormément de temps. Du coup, je me suis dit, il faut que je trouve une chanteuse. Et un matin, je me suis levé, j'étais sur Instagram et j'ai trouvé. Tout simplement. Je suis tombé sur Gabriel. Après, je cherchais une voix spécifique. Hein. D'accord, ouais. Donc, je suis tombé sur elle, je l'ai appelée, on a fait le truc et tout. Et voilà, on a fait le clip entre Marseille et Paris. Ok. Fort. Ok. Et donc au niveau des studios, est-ce que t'es un vagabondé ou à Paname t'es installé, t'as un studio, T'as un terrier, quoi. un terrier quoi, t'as un pied à terre musicalement parlant, c'est tranquille. Regarde, tu vois, Toucher le ciel, à ce qui paraît, et 971, c'est les sons de Moon Talker. D'accord. Ceux que les deux frérots que je vous ai parlé. Et Toucher le ciel, j'ai enregistré chez moi. Avec une Focusrite et l'ordinateur de Toto. Et on a enregistré tout ça et tout. Et voilà, on l'a mixé, on l'a sorti. Donc, non, j'ai enregistré un petit peu partout. Mais maintenant, j'ai un studio fixe, entre guillemets, en collaboration, IBN Music. J'enregistre là-bas Ok. et tout ça et tout. Sale. Et donc, voilà. Sale. Et moi j'ai une dernière question que j'aurais dû poser un peu avant, mais comment ça se fait qu'il n'y ait jamais eu trop de collabs avec Admiralty? Alors là, Admiralty, on devait faire un morceau il y a très longtemps qui s'appelait parce qu'Admiralty, je connais un peu. C'est pour toute ça. sa famille et tout. Des fois c'est ça, des fois on connaît tellement la personne qu'on se dit qu'on va faire un feat, au final on fait rien. Tu vois. Donc voilà. Et non, Amiral, on devait faire un morceau. Il m'avait appelé pour un morceau Gladiator. Ouais. Où il devait y avoir moi et Kerry James. Ah ouais. Et je pense que. Mais il y avait du monde sur ce morceau, non? Gladiator. Je pense que Kerry James il a pas pu. Du coup il s'est dit bon je vous laisse ces deux rappeurs là. Je peux pas avoir Brasco sans Kerry James et Kerry James sans Brasco. Et donc du coup il a renoncé. Il est parti carrément sur un truc créole en fait. Il a fait Gladiator mais avec Young Chang. Oui, voilà, oui, c'est un gros morceau. Ouais, voilà, c'est un gros morceau qui a marché. Appelle-moi Gladiator. Ouais. Je m'en rappelle, bien sûr. Tu vois. Et donc parce que j'avais eu la prod, j'avais eu le truc, ce qu'il avait fait et tout avant et tout, et au final je pense que comme Kerry il a pas pu, parce que Kerry il était sur plein de projets à ce moment-là, et moi aussi d'ailleurs, mais je me suis dit bon, Amiral c'est comme un frère du bled, donc je l'ai fait. Donc au final ça a pas donné suite quoi, et c'est le seul projet qu'on devait faire ensemble, mais après Amiral je le vois, on se dit bonjour, on n'a pas le truc de du business. Ouais, voilà, tu vois. J'ai capté. Donc il connaît mes frères, il connaît mon oncle, tu vois, je connais son grand frère Didier, tu vois, on se connaît bien, je connais son frère Balèze, la Didi, Glady, c'est parce qu'en fait je pense qu'il a fait le titre par rapport à, parce que son frère la Didi qui fait c'est lui le gladiateur. Ok. Donc voilà, tu vois. Ok, sale. En tout cas, merci Brasco d'être venu. Merci à vous, ça fait plaisir. On a pris le temps, on a bien discuté, vous avez posé les bonnes questions, il n'y a pas de problème. De toute façon, vous avez vu, moi, il n'y a pas de langue de bois ici. Hein. Ouais, Jamais. C'est ça, On a ça fait entendu. plaisir, tu vois. Donc voilà, hein, les gars. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que du bon, que du bon qui fait plaisir aux oreilles. Et de jamais m'embourgeoiser et toujours faire de la bonne musique quoi qu'il arrive. Hein. Même si j'ai 5 millions sur mon compte, voilà. De toute façon, la même musique, tu crois? Oui, moi je suis un passionné, je suis un perfectionniste, donc voilà, je serai toujours dans la musique, tu vois. Ok. Je serai en mode Jay-Z. Mais je serai dans la musique encore, je ferai des sons pour m'amuser de temps en temps, pour faire le mignon. Allez hop, allez, je fais un petit son. 2-3 millions de vues, j'empoche ça et voilà, basta. Tu vois. Fort, Donc, voilà. fort. En tout cas, merci à Brasco. Merci à vous les gars. D'être venu. On va s'écouter 3 morceaux. On va s'écouter Crenshaw, Ouais. Mejnoun
et une exclusivité du Boog M2Z. MA2Z. Ben justement, gros big up à lui parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'artistes talentueux. Ouais. Tu vois, il y a les frères ici, on m'a dit que ça kick fort. Donc pour l'instant, malheureusement, on m'a fait écouter. Enfin, malheureusement et bien heureusement. Pour MA2S, on m'a fait écouter que ça, et malheureusement, j'ai pu écouter que lui. Donc, comme je dois revenir ici, je vais m'intéresser un petit peu. M2Z, parce que moi, je kiffe la compétition, je kiffe le challenge, donc peut-être M2Z Brasco, peut-être. Il y a déjà eu Yaya, pourquoi pas. Écoute, M2, c'est un gars des freestyles. Ouais. On se le sait. Ah, la prochaine c'est un mec de terrain. J'aime bien la boxe. J'aime bien la boxe. Lui, il est dans la compète. Et la prochaine fois, tu seras moins dans le speed de la journée. Ouais. On s'organisera une session. Bien sûr. Et on se fera plaisir. Comme ça, parce que c'est vrai que je suis venu en coup de vent. On vous a prévenu un peu au dernier moment, mais la prochaine fois, on organise ça. Comme ce sera organisé, tout ça, vous serez au courant. Comme ça, on fait une belle émission. Exactement. Avec de beaux freestyles et tout. Avec plaisir. Yes. Donc, on s'écoute. Crenshaw, Mejnoun, une exclusivité d'M2Z et on revient après avec monsieur Sam Beats. C'est très important. On se rejoint juste après. C'est toujours la Braise, Radio Amitié 99.2, la fréquence de toutes les cultures. Et donc on remercie encore une fois Brasco d'être venu, un grand big up à lui. On vous invite pour les plus jeunes qui ne le connaissaient pas, à bien sûr aller checker tout ce qu'il a fait, parce qu'il a fait pas mal de choses, ok. Maintenant, on va accueillir monsieur Sam Beats, s'il est présent, monsieur Sam Beats, qu'on appelle à la barre. Il se cache. Yes. Pour Brasco, franchement, c'est un mec, il est comme ça. Franchement, il est humble. C'est tranquille, tu vois, il pas de grosse tête, c'est vrai, tu vois ce que je veux dire. Fort, très fort. Ouais. Non, c'est vrai, c'est très vrai en tout cas. Et maintenant on accueille monsieur Sam Beats, qu'on va laisser s'installer tranquillement, posément. Sam Beats, a.k.a. CBR. C'est très important. Monsieur Sam. Bonsoir à vous. Ça va? Et vous, ça va? Ça va, tranquillement. Bien. Tranquillement, frérot. Tranquillement. On va commencer la première question comme tout le monde. Dis-moi tout. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui te connaissent pas? Présentation. Moi, c'est Sam Beats. Ouais. Je suis beatmaker. Enfin, je suis auteur, compositeur, interprète. Je pose aussi. Okay. Je fais des top lines des fois pour quelques artistes aussi. Polyvalent. Okay. Voilà, et ça fait quelques années que je fais ça. Beaucoup d'années même. Tu nous donnes une fourchette ou pas? Ouais, j'ai commencé moi la musique à l'âge de 7 ans. Ok. Avec mon père. Okay. Mon père avait pas mal de groupes. Un groupe marocain, un groupe du rail, il faisait. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'âge de 7 ans. T'es tombé dedans, hein? Ouais, j'étais tombé dedans. Comme Obélix. Mon père m'a mis dedans. Du coup, tu t'es intéressé à quoi en premier à 7 ans? Le premier truc que t'as touché de la musique? La batterie. Ok. J'avais vu le batteur et tout, je voyais taper partout. Tu vois, ça c'est pour moi ça. J'aime bien moi quand ça, tu vois, quand ça tape et tout, tu vois. Tu décompresses, t'es tout jeune, t'es excité, carrément. Tu cours partout, tu vois, t'as besoin aussi de te dépenser. Et moi la batterie c'est ce qui me permettait de me lâcher et tout des fois. Du coup j'ai commencé avec la batterie et après c'est quand j'ai vu le synthétiseur là. Là à quel âge? C'est là que la magie. J'avais 9 ans. est apparue. Ouais. J'avais 9 ans, je voyais mon père, il me ramenait un synthé à la maison des fois. Quand il partait au boulot, je le branchais. On se crède. Il aimait pas trop que je touche son matériel. Ouais. C'est donc t'as pas fait d'école de musique? Autodidacte. Ouais. Après j'ai vu beaucoup d'artistes, beaucoup de joueurs de synthé, des amis à mon père, des gens qui venaient d'Algérie, des grands musiciens. Et voilà, j'ai regardé comment ils jouaient, j'ai regardé les doigts, comment ils bougeaient, tu vois, les mouvements, tout, comment ils se concentraient, comment ils changeaient le rythme et tout sur un synthé. Et petit à petit, moi je rentrais chez moi, je retenais tout ça et tu faisais tous les jours, quand mon père était au travail. T'avais une amplitude horaire assez... Ça me fait penser à Dewey, dans Malcolm, quand il apprend à faire du piano, il le fait en scred. Voilà. Mais c'était bien. Après mon père, il a vu que je m'intéressais vraiment à la musique et il a commencé à me ramener dans des soirées. Je vais avoir 10-11 ans. Tu jouais? Ça suffit, tu vois. Tu jouais? Et j'ai la derbouka, tu vois. Je jouais beaucoup ça devant lui, tu vois. Il aimait bien. Et il a vu que j'avais quelque chose, tu vois. J'avais un petit truc et tout. Ça fait du coup tout le temps il me ramenait avec lui.
Et j'ai fini dans des mariages, j'ai fini dans des baptêmes à 10 ans sur une chaise, les gens me regardaient comme ça, ils rigolaient. Quand je tapais, c'était autre chose, tu vois. T'arrivais même pas à tenir la derbouka. J'étais petit, tu vois. On me mettait sur la chaise, mon père, les gens ils rigolaient, tu vois, ils disaient que c'est de ma gueule. Ouais, mais après, quand ils te voyaient jouer. Ah, ils me voyaient jouer, c'était autre chose. Tout le monde dansait. Très très fort. Et à quel âge Est-ce que déjà t'as commencé par rapper ou à faire des prods? Non, rap. Ok. À quel âge? 14 ans. Moment ok. 13-14 ans. Et parce que du coup, juste avant, t'as déjà, voilà, tu tapes déjà un peu du synthétiseur, batterie, tout ça. Ouais. Le moment où tu commences à rapper, ça te donne pas envie tout de suite de faire des prods aussi? Non, moi j'avais les prods en tête déjà. Je voulais faire que de la prod de base, moi. Ok. Après, j'avais un groupe avec mes potes, on s'est fait un petit groupe. À l'époque, c'était 3-5-7. Ok. Et des textes par-ci par-là, beatbox, ça, dans la cage d'escalier. Je faisais des beats, mes potes et tout, ils étaient là, ils posaient, et ainsi de suite. Après, on a commencé à faire 2-3 morceaux. On avait rien pour enregistrer, hein, c'était à l'époque. Hein. On faisait des petites scènes par-ci par-là, on kiffait quoi. Après, j'ai eu mon premier ordinateur. Et là, frère, ça a changé, hein. Un petit Reason à l'époque. Ah, c'est ce que j'allais te demander, sur quel logiciel t'avais commencé. Voilà. Reason. Très important. Ah, Reason. Avec un synthé? Ouais, un vieux synthé tout pété. Hein. Après, j'ai le père d'un collègue, il nous en a acheté un. On a vu qu'on était intéressés. Maou, là je passe le Selem, il est de Marseille. Son père, il nous avait acheté un synthé pour qu'on puisse faire de la musique et tout. Fort. Et à quel moment tu commences à placer, là on va partir sur le côté prod, à quelle période t'as commencé à placer tes premières prods? Tes premières grosses prods? Mes premières grosses prods? Ouais. Oula. Wow. Ça remonte, hein. Ma première grosse prod, je l'avais placée à DJ Hitman. D'accord. DJ Hitman, je sais pas si vous connaissez. C'était Destination Thaïlande 2. Il avait fait un bon délire. Yes. Il avait clippé en Thaïlande, tout le morceau, tout s'est bien passé. C'était avec le clip, le son c'était avec qui? Avec le frère à DJ Hitman? Non, c'est pas le frère de ça, c'est le premier son, c'était DJ Hitman. D'accord. Il était venu ici une fois, on m'a présenté et tout, j'ai dit vas-y et tout, on a bossé un morceau. Ça lui a plu, il est parti en Thaïlande, il a fait enregistrer Turbo, une meuf, une thaïlandaise, qui a une bonne voix. Et un autre rappeur, je sais plus qui c'était, mais ça date. Hein. Et le morceau est sorti, ça a bien pris. Ouais. Mais bon, moi j'étais un simple beatmaker, tu vois, je commençais, donc voilà, à un moment il prenait pas tout de suite. J'avais pas de cachet, tu vois. Ouais. Ok. C'est ce que je veux dire ou pas. Ok. C'était vraiment, voilà, j'étais dans le kiff de la musique. Yes. Bah si vous voulez, on s'écoute un extrait. Destination Thaïlande 2. Ah, c'est ça. Ok. On s'écoute un extrait et on revient juste après dans la braise avec S.A.M. Beats. Radio Amitié 99.2, la fréquence de toutes les cultures. On s'écoute DJ Hitman, Destination Thaïlande 2, une des premières grosses prods de S.A.M. Beats. Let's go. Ensuite, Sam, qu'est-ce qui se passe après? Juste après, on va dire, allez, 2015-2016, cette période-là. Il y a plein de choses que j'ai pas retenues, hein. Ouais. Et après, les plus grosses. Voilà. J'avais fait, déjà avant, comme je parlais, on disait tout à l'heure là, avec mon ami Kamel, j'avais travaillé pour DJ Mist aussi, le DJ officiel de Youssoupha. J'avais bossé avec lui sur 1 an. J'avais fait plein de prods, j'avais fait plein de... Il m'envoyait des acapellas, je faisais les instrus directement par-dessus les acapellas. J'avais fait plein d'artistes, hein. J'avais fait... dessus, il y avait... comment il s'appelle déjà le rappeur du 9-1, l'ancien là. Il y en a plein. Il était avec Yous? Il était pas avec Yous, mais il a été appelé. J'ai fait des morceaux, il y avait Soprano, il y avait plein de têtes dessus, tu vois. Bref, après tout ça, bon, est-ce que t'as été crédité? Non, pas encore. Pas été crédité, après, je restais fidèle à mes potes. Voilà, frérot, tu vois. Vas-y, la suite. Mais à cette époque-là, tu vois, par exemple, tu nous disais que pour le saut de DJ Hitman, t'as pas eu de cachet, ni rien du tout, etc. Mais du coup, à cette époque-là, comment ça se passait quand tu plaçais? Comment le lien se faisait, et voilà, un peu le processus de comment tu plaçais? Après moi, tu sais, on parlait, on me disait ouais t'es beatmaker et tout, ouais je suis beatmaker et tout, ouais t'as des trucs à faire écouter, ouais dis-moi, moi c'est sur mesure, tu vois. Dis-moi ce qu'il te faut, dis-moi réellement ce qu'il te faut. C'est un son été, machin et tout, ouais t'inquiète, je m'en occupe. 1 heure après je lui ai envoyé un son. 1 heure et demie après je lui ai envoyé un son. Ça lui a plu tout de suite, celui-là, le morceau là, j'ai tapé tout de suite dans le truc, tu vois. Et après, voilà, je connaissais pas le business, tu vois. Moi j'étais plus dans la musique, tu vois. J'avais pas mon côté business, j'avais pas travaillé ça. T'étais pas encore dedans. Voilà, j'avais pas travaillé ça, du coup, voilà, moi je
Je pensais qu'il allait me dire ouais t'inquiète tu vas toucher un truc et tout, mais après voilà c'est mon premier son que je place. Je voulais faire mes délires. J'ai dit vas-y tiens prends, fais ce que t'as à faire. Et ça m'a au moins t'as prouvé. Voilà, ça m'a fait plaisir tu vois. D'un côté et de l'autre côté je me dis putain j'aurais pu prendre un billet mais je connais pas, je voulais dire quoi moi tu vois. Je vois. Je suis assez timide par rapport à ça. Donc j'ai dit vas-y prends, fais ce que t'as à faire. Sors le morceau, fais ton clip, fais tes trucs et voilà. Juste mets mon blaze. C'est important. Déjà, il l'a mis au moins. Il l'a mis au moins. Ouais, il l'a mis. Ah, ça c'est. Ouais. C'est déjà ça. Et ensuite, bah voilà, t'as été aussi très actif sur la région aussi. Ouais. Les artistes d'ici. Ouais, j'ai fait. T'as vu dans pas mal d'événements. De sa génération, c'est l'un des premiers. Hein. Ma génération. Un peu non. Ouais, ta génération, franchement. Ouais, c'est ça. Hein. Ma génération à moi, 85, 86, 87, ouais. Après les autres, il y a Kelma, c'est des plus anciens que moi. Je suis arrivé en studio la première fois aux batteries du parc. Le gars il avait 40 feuilles, 40 textes. Tu vois. J'allais devant lui, ouais, ça va, tranquille, tout, ouais, il était là et tout. Il m'a mis à l'aise. Comme certains rappeurs aussi, Sidi Bess, tous des anciens que je te dis. C'est un peu qui t'ont. Voilà, ils m'ont mis à l'aise quand je partais là-bas avec mon groupe et tout. On avait fait des morceaux. Et tout doucement, tu vois. Ils ont pas fait les grosses têtes avec nous, tu vois. Alors ils ont fait les grands frères. Voilà, les grands frères. Voilà, les mecs. Ouais, c'est ça. C'était des mecs qui kickaient, frère. Ils étaient derrière le micro. Toi, t'étais avec ton texte devant. T'es dit putain merde, faut que je réécris. Tu vois comment ou pas? Ouais, et puis les grands. Les grands comme Kelma et tout. Eux, c'était là. On est là. Ça gratte. Non, puis t'es obligé de prouver. T'es obligé de montrer. Ils tiraient à balles réelles. Nous, on était là, on tirait à blanc au niveau texte, tu vois. Après, ça c'est bien passé. Ils nous ont mis à l'aise et tout. Ils nous ont donné des conseils sur certaines choses et tout. On a fait nos bails. Après ça c'était plus mon côté rap et voilà, j'avais pas encore comme je te disais vraiment truc beatmaker tu vois. Yes. Et un petit peu par la suite vous avez monté une structure, Lesbeth Music. Voilà, si tu peux un peu nous. C'était pas la première structure qu'on avait montée. Hein. Ok, bah on avait fait la première c'était Couronne Prod. Ok. On avait fait. À peu près à quelle période ça? Je me rappelle plus, sérieusement, moi je te dis, mon cerveau, le data il est rempli frère. Frère, ça sort un peu là, tu vois. Et j'avais fait Couronne Prod avec Tyler Durden. On avait fait notre première mixtape, je vois que ça dérange. On l'avait sorti en format USB. En premier, on n'avait jamais vu ça. Même quand on avait donné une carte. Ouais, c'était une carte USB en fait. Même quand on avait donné à Youssoufa, il était choqué là. Il dit putain, j'ai jamais vu ça et tout, tu vois. On a trouvé ça, on a fait, tu vois. On a sorti 100 exemplaires, je pense. 100 ou 200. On en a vendu et les autres on en a donné, tu vois. Ça s'est bien passé. Dessus, il y avait plein de rappeurs de Paname, il y avait Ayola, il y avait plein de rappeurs d'ici. Ça c'était super sympa, voilà. C'était le premier projet que j'avais fait réellement, tu vois, avec plein d'artistes d'ici, tu vois. Et des artistes d'ailleurs aussi. Et après tout ça c'est parti un peu en vrille, tu connais le rap et tout. Parti en vrille, ça a commencé à s'éparpiller, l'autre il va là-bas, l'autre il fait la gueule à lui et tout, bref, on connaît la chanson. Et moi j'ai continué à faire mes instrus moi, tu vois. C'est important, dans mon coin, tu vois. C'est ça le plus important. Voilà, en plus je venais de découvrir Apple, j'étais content. Voilà frère. Et donc la suite c'était quoi? Du coup la suite avec Lesbeth Music. Après Lesbeth Music ça c'était plus sérieux. Là on voulait faire des bons bails. C'est là que j'ai commencé à placer, quand j'étais à Lesbeth Music, on avait placé Hitman, on avait placé plein de têtes aussi, tu vois. Ok, c'était cette période-là. Ouais, cette période-là. Et c'était Malek qui avait ouvert un studio pour nous. Il avait mis toute sa poche. Il a pris un bon billet. Il a mis toute sa poche, il a acheté du matériel, il a pris un appartement, il a une association, tout, on a tout mis en place. J'étais passé. Malek, si tu veux venir, viens nous parler de. Il nous avait mis bien. Et après on a bossé, il y avait des morceaux, ça se faisait, tout, c'était sympa. Mohamed est déjà venu, un mot. Il est déjà venu dans le studio. Il y avait des gars de Bezac, des gars de partout. Il y avait Sco, il y avait. J'ai même ramené. Comment ça s'appelle? C'était lourd. J'avais ramené Green Money. Green Money. C'est ça, je m'en rappelle ça. À l'époque, on avait ramené Green Money. Trop gentil, mais derrière un micro trop bizarre. Voilà. Au niveau de ses placements il était ailleurs, frère. C'était un rappeur, il était. Voilà, tu vois. Je prenais j'ai le compresseur, je disais, tu veux que je mets un peu, tu vois. Il chantait vraiment doucement, tu vois. Il avait une vibe, frère, je sais pas d'où elle venait, il avait une méchante vibe, le gars, tu vois. T'es là, tu disais, putain, il est loin, lui, tu vois. Et on a bossé sur 2 morceaux, j'avais même ramené un rappeur de Guadeloupe, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Un méchant rappeur aussi, très très fort. Chantait en créole, très chaud.
Il était sur Lyon, il est venu aussi au studio. On commence à ramener du beau monde, tu vois. Et on voulait ramener encore du beau monde. On pouvait même ramener, comment il s'appelle, le petit jeune là, Dreadlocks là. Il est sur Belfort des fois. Zola, ouais. On aurait pu le ramener aussi. Fort. Okay. Il avait un ami en commun qui est venu enregistrer chez moi. Ouais. Et ça s'est bien passé. Après, avec le temps, bref, le rap. Ok. Comment ça s'éparpille un peu, nanana. Et là, moi, maintenant, si admettons, je te dis, ouais, vas-y, fais-moi un beat drill. Fais-moi un beat drill. Ouais. Et vas-y. En gros, est-ce que les couleurs des sons drill, sad, trap, afro, tu maîtrises tout? Tout complet. Ça veut dire qu'aujourd'hui je te ramène un artiste, il dit fais-moi un afro, tu le mets en place, tu le mets bien. Direct. Ok. Ouais. Ok. Et en gros, c'est quoi qui t'a inspiré, on va dire, en termes de beatmaker, pas en termes de rappeur, pour créer en fait, pour créer des sons qui m'a inspiré le plus au niveau beatmaker. C'est ça. Dre, ouais, ok. Scott Torch, ouais. Alchemist, les anciens, ouais. Timbaland. Il y en a plein, frère. Il y en a plein, je pourrais citer. Okay. Après, tous ceux-là, ils m'ont rendu fou, frère. Il y a Ryan Leslie, tu sais, côté Burns, tout ça, ça m'a rendu fou. Je me butais sur des vidéos, tu sais, je regardais comme ils travaillaient et tout. Oh putain, ils sont chauds ces enfants. Après, moi, voilà, ils ont des synthés de malades, tu vois, virus et tout. Moi, j'aimerais bien voir tout ça, tu vois. Bien sûr. Mais aujourd'hui, j'ai. Ok. Alhamdoulilah, tu vois. Aujourd'hui, j'ai ce qu'il faut pour faire. Et maintenant, ton côté rap, est-ce que maintenant, toi, tu peux rapper sur de la drill, de la trap, du sad ou de l'afro? Ouais. Tu peux tout faire. Il est polyvalent, il est polyvalent. Yahya, il Lionel, large. Là, il est polyvalent. Le micro d'Yahya, va te dire. Attends, vas-y, Yahya, on t'écoute, hein. Ouais, tu m'entends là? Ouais. Non, moi je peux te confirmer, hein, ce gars-là, c'est pire qu'un magicien, hein, c'est le maître des magiciens, franchement. Non, sérieux, lui, il a un talent de malade. Moi je l'ai vu, hein, parce que je le vois à l'œuvre souvent. Le gars, c'est le mec qui va faire l'instru, mais il va dans sa tête, il va déjà avoir. Il voit loin. Il va déjà voir le gars, comment il va poser, tout ça. Ouais. Il te fait des top lines de malade. Ouais. Et franchement, c'est. Il est fort en top line. Non, franchement, il est fort. Tu m'en as déjà envoyé, j'ai déjà écouté. Oh là là. La top line, déjà, t'as envie de. C'est un son. Voilà, c'est ça. Je te dis, hein. Ouais, c'est une top line. C'est pas, tu viens, tu rigoles. C'est quoi ça? C'est une top line. Et pourquoi tu mets pas ton côté rappeur plus en avant que ton côté beatmaker? Ou même au même niveau? Bonne question. Moi, mon point faible, c'est l'écriture. D'accord. Mais pourrait le faire, hein. Parce que t'es pas patient sur ça, ou ça te saoule vite, ou Je vais t'écrire 4 mesures, mon cerveau il va saturer, tu vois. Ouais, je vois le délire. Il va surchauffer. Mais pourtant, normalement, avec les prods de maintenant, d'aujourd'hui, ça facilite l'écriture. Genre, si tu mets un flow trap, tatin, c'est. Tu vois ce que je veux dire pour les artistes? Ouais, mais ça c'est pour les mecs qui veulent pas écrire correctement. Non, après les gars. Voilà, frère. Ça c'est pour les mecs qui veulent pas écrire correctement, ma gueule. J'ai pas ajouté mes drums. Les gars, est-ce que attendez les gars. C'est quoi le dernier son que t'as fait? Chacun à sa place. C'était il y a combien de temps? C'était il y a quand? Il y a un an et quelques, c'était pendant le Covid, ça, c'était pendant le Covid. Ouais, je m'en rappelle. En fait, lui, c'est quoi? Des fois, il a un déclic, tu vois ce que je veux dire? Des fois, il a un déclic et paf, il va te pondre un son comme ça, normal. Ok, bah chaud. C'est rare. Et parle-nous de ta connexion avec Yahya. Yahya, bah après, moi, de base, c'est mon père, il le connaît bien, tu vois. Ok. Moi, je suis un ancien. Voilà, c'est un ancien. Un ancien Yahya, les gars. Il chante, c'est un chanteur de rail. Ouais, il fait du rail, de la musique. Très bon beatmaker aussi. Je bosse un peu avec lui là en ce moment. On va bosser sérieusement sur des projets, vous savez. Après, on va passer un son normalement. Ouais, exactement. En fait, moi, je l'ai connu par rapport à Khadelok, vous connaissez, je crois. Khadelok, ouais. Donc à la base c'était Khadelok qui venait pour lui faire des instrus, et il venait dans le studio, donc je le voyais. Et après il y a eu le projet, le fameux projet. Je sais pas si on peut en parler maintenant, on va en parler après. Ouais, non, vas-y. Donc il y a eu ce projet qui nous est tombé dessus, enfin qui m'est tombé dessus à la base. C'est une amie à moi, hein, qui était sur Belfort, ça fait 20 ans qu'elle est sur Dubaï, qui bosse là-bas dans l'événementiel, dans une prod. Donc on lui a parlé de moi quand elle est revenue là l'été dernier.
Elle disait qu'elle allait faire une instru pour une influenceuse, qu'elle allait chercher des DJ Snake, des machins et tout ça. Et il y a un pote à moi qui était avec elle, qui buvait un verre ensemble. Puis il lui a dit voilà, va voir Yahya, tu sais, il a un studio, il fait du son et tout. Et moi je le connaissais pas encore. Hein. Je le connaissais, je le voyais comme ça, je le connaissais vraiment du studio, tu vois. Et quand elle est venue me voir, je lui dis oui tout de suite, tu vois. Moi je suis un beatmaker, j'ai fait des sons, j'ai fait des sons, mais je suis plus à la old school, tu vois. J'ai fait des sons à l'époque avec DJ Goldfinger, DJ Lord Chami. Donc c'est vraiment cette période-là et je suis resté bloqué dans cette période-là. C'est bien de l'admettre déjà, les anciens ils l'admettent pas, hein, tu vois. Et moi quand il est venu, quand je l'ai vu, les sons qu'il avait fait pour Radelo, ça m'a retourné le cerveau, tu vois. Donc moi la première personne que j'ai appelé, c'est lui direct. Je dis écoute Samy, tu te rappelles, je t'ai rappelé, t'es chaud pour un son, pour une influenceuse de Dubaï et tout, il y a de la thune à prendre, à prendre. Parlons vrai, mais parlons vrai. C'est Dubaï, c'est pas tu vois. Il m'a dit hop, allez, hi. Il est venu, on a fait le son, elle était encore là, elle est restée un mois je crois. Ouais, on avait fait 3 sons. Et le son nous qu'on avait décidé qu'on pensait qu'elle allait sortir, c'était pas celui-là. Elle a craqué sur un autre son, mais elle a dit bah, écoutez, je vais le faire écouter, si elle kiffe, si elle kiffe pas. Elle a écouté sans instru, c'est celle-là qu'elle a kiffé, tu vois. Ah ouais. Et du coup, bah, la voiture, puis depuis, t'as vu, on travaille ensemble, on bosse. En fait, là, c'est bon, là, t'as mis la deuxième, on va dire, au niveau de ta vie de le son est sorti, le son est sorti, ouais. Le son est sorti, bah, j'étais à Dubaï, là, justement, pour la sortie du clip. Pour les affaires aussi. Pour les affaires aussi, pour la suite. C'est important. Écoute, on va s'écouter. En tout cas, ce que je vous propose, c'est qu'on s'écoute du coup le morceau, North Stars, Business. C'est ça le morceau, toujours dans la braise, avec monsieur SM Beats, accompagné de monsieur Yahya, qui était déjà là avant avec Brasco. Tu seras là la semaine prochaine, tu seras là. Encore la semaine prochaine. Non, mais en tout cas, on s'écoute ce morceau, produit par SM Beats qui est avec nous, et Yahya, c'est toujours la braise sur Radio Amitié 99.2, la fréquence de toutes les cultures. On s'écoute ça, on revient juste après. Restez branchés, restez concentrés.